plusieurs éléments communs. Alors forcément, vous êtes sur des constructions spatiales, territoriales à des degrés divers. Peut-être qu'on pourrait préciser ça pour Emmanuel, il y a un territoire Montubio, mais il n'apparaît quand même pas bien cerné, enfin où on voit bien quelles sont ses caractéristiques physiques, hydrographiques, topographiques, voire agricoles, rurales, enfin, etc. Mais on ne sent pas une territorialité clairement définie ou précisément définie. Je ne sais pas, hein, il n'y a Non. pas de limite administrative, Il etc. arrive à circonscrire et puis finalement il reste dans le flou en fait. Il ne dessine pas de carte, il circonscrit des espaces et c'est à nous de faire le travail en quelque sorte. Donc c'est pour ça que je dis peu ou prou, je vois 3 provinces, mais voilà, si on prend séparément les différents éléments, rien n'est singularisant pour le Montubio. C'est valable pour le Venezuela, c'est valable pour la Colombie, c'est valable pour d'autres groupes si c'est purement territorial, puisqu'il y a des cholos, il y a d'autres types de paysans aussi sur la côte. Donc il recourt en fait derrière un discours scientifique à finalement quelque chose qui relève toujours du symbolique et qui retombe dans la fiction. Alors justement, et ça me permet de rebondir à la question de Flavio qui me dit qu'il aurait suivi une démarche autant poétique qu'ethnographique. Alors moi je dirais pas poétique, mais littéraire, oui. C'est-à-dire qu'en fait, alors il prétend, il assume dans son essai un discours qu'il dit être sociologique. Bon, on a bien compris que s'il pense à du sociologique, ce n'est pas du tout dans un sens scientifique. Et dans les deux cas, que ce soit l'essai, que ce soit les nouvelles, que ce soit donc la novela corta Los Angurimas, je pense qu'en effet, on est dans de la fiction, dans de la narration. Toi, tu citais cette idée selon laquelle il y a un discours territorial lié à l'historicité qui se met en place. En fait, c'est ça. Il opte de façon très complémentaire, José de la Cuadra, pour plusieurs genres d'écriture. Et qui définissent, en fait, construisent un archétype. Donc, le réalisme magico-social, alors moi je suis très, je ne vais pas discuter ce terme, enfin je sais qu'il a été débattu, rebattu, certains critiques ont des furoncles en entendant parler de réalisme magico-social, mais en effet, moi je pense qu'il a un recours par cette dimension du mythe et du magique, parce qu'il n'a pas, j'ai envie de dire, il n'a finalement pas d'autre moyen objectif en tout cas, de mettre en évidence la spécificité Montovia. Et pour son discours scientifique, ce n'est pas un discours scientifique tel qu'on l'entend, en tout cas du point de vue académique, universitaire, parce que c'est ce qui définit la science. Alors je sais que l'objectivité n'est jamais possible, totalement en tout cas, mais là on est véritablement dans quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la fiction ethnique. C'est ce que j'essayais de montrer. Donc, dans ce sens, l'identité actuelle du Montubio serait née de quelqu'un qui a parlé pour eux. Alors, c'est le pour eux, c'est-à-dire est-ce qu'il a pris la parole de ce groupe, ça signifierait que ce groupe préexiste, qu'il y aurait déjà le mot Montubio qui existe, mais qu'on trouve aussi au Venezuela, par exemple, au début, pour désigner en fait un paysan métis rural. Très rural, par opposition à la modernité. En fait, ce n'est même pas qu'ils parlent pour eux, ils parlent d'eux, et pour eux, alors en tant qu'intellectuel défenseur d'un groupe subalterne, il y a cette dimension-là, mais en tout cas, en termes identitaires, il ne parle pas d'un groupe qui serait invisibilisé, qui peignerait, qui lutterait pour être visibilisé. Moi, je pense qu'il l'invente. Et l'auto-identification est beaucoup plus tardive. Et j'ai envie de dire, peu importe que le Montubio ait été inventé ou pas, si aujourd'hui, il fonctionne dans le réel, il a un protagonismo social, económico y politico local. Finalement, peu importe qu'il soit le fruit d'une une invention, il ne serait pas le seul en tout cas.
Ouais. C'est parce qu'elle est peut-être plus récente. Toujours est-il que aujourd'hui, l'autodétermination et l'auto-identification tendraient à prouver que le Montubio existe bel et bien. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Flavio. On est finalement sur des constructions nationales assez, qu'on peut trouver ailleurs. Oui. Ça me fait penser à la fameuse phrase de Manzini, l'Italie est créée, maintenant il faut inventer Après les l'italien. Italiens. Voilà. Donc, quand la Norvège a été indépendante, c'est pareil, il a fallu créer le norvégien et tout. Donc, enfin bon. Donc, il y a un peu de ça, et d'ailleurs, je me demande effectivement, alors pour le coup, on est dans une nation. Il y a peut-être alors une question, puisqu'on est sur ton intervention, une question qui est spécifique à toi, puis ensuite j'ai vu 3 éléments qui sont en commun. La Montuvia, que tal? Ah bah la Montuvia a son incarnation chez José de la Cuadra et qui est la tigre. C'est un personnage littéraire qui est devenu un archétype. Donc, c'est un ouvrage. Oui, c'est ça, c'est une nouvelle. Enfin, certains diront una novella corta, d'autres vont dire un cuento. On ne va pas rentrer dans le détail du genre de ce récit. Mais il y a bien une figure donc féminine, oui. C'est pas que alors, pour faire un pont avec ce matin, une masculinité, le Montubio représentant de... Non, il y a un visage féminin, il y a un visage masculin, il y a des visages masculins d'ailleurs au pluriel. En effet. Alors, dans vos 2 interventions, moi ce qui m'a frappé, et pour le coup je l'ai retrouvé dans beaucoup d'interventions aujourd'hui, et je me demande presque si ce n'est pas un fil directeur, on voit qu'il y a des constructeurs de savoir dont le savoir s'impose. C'est-à-dire alors effectivement des intellectuels, des artistes, des écrivains, des scientifiques, qui à un moment font quelque chose, créent quelque chose, cartographient, définissent une nation, définissent Yanawal, quand tu parlais mode du mémoire qui a été fait, de la recherche, du groupe de recherche, et leur savoir, alors qu'il soit effectivement très scientifiquement défini, plus informel, mais ce savoir est à un moment récupéré par un groupe, par un État, etc. Enfin bon, là en l'occurrence, à mon avis, il y a vraiment quelque chose à réfléchir sur le rôle de certains producteurs de savoir dont le savoir, formel ou informel, est récupéré. Il y avait un autre élément que j'ai vu un peu commun, c'est l'opposition à la ville. Alors beaucoup plus dans ton cas, Emmanuel, puisque le Montubio c'est un rural et abandonné, etc. Ça voit un peu dans ton cas, puisque visiblement il y a une opposition avec les urbains, même d'une catégorie sociale pauvre, etc. Mais il y a une distinction, quoi. Enfin, il y a un regard de l'urbain sur ces communautés-là, et ces communautés-là peut-être sur les urbains qui viennent sur leur territoire. Oui, parce que en fait, les communautés paysannes, ce sont des communautés paysannes, celles qui vont le plus se revendiquer comme Yanawara, ou des leaders qui sont issus de ces communautés paysannes. En fait, c'était aussi vers 2015 la première fois qu'était élu maire des paysans, etc. Et en fait, l'auto-identification Yanawara, elle est particulièrement forte dans les comunidades qui sont les comunidades altas par rapport au centre urbain de Chalhuahuacho. Et effectivement, ces revendications, ce sont des revendications des communautés paysannes affectées par la mine, alors que dans le centre urbain de Chalhuahuacho, au départ c'était vraiment un tout petit village, et en fait c'est en train de grandir comme une sorte de ville champignon. Et là vivent des gens qui viennent d'un peu partout du Pérou, qui sont venus à cause de la mine et pour travailler dans la mine, pour la mine directement, pour ses succursales, etc. Alors ces gens qui viennent d'un peu partout, qui sont urbains, en fait trouvent ça effectivement souvent un peu ridicule, quoi. Mais ceux-là qui viennent et qui sont urbains, ce sont plutôt les cadres des mines, ou c'est plutôt Alors, oui, des mineurs? Il y a de tout. En fait, c'est très...
hiérarchisé et c'est aussi très visible dans la ville. Chacun a un peu son uniforme. Alors il y a les paysans, parce qu'en fait l'auto-identification Yanawara, elle se fait beaucoup. J'en ai pas parlé parce que c'était pas vraiment le thème ici, mais un élément qui a beaucoup contribué à cette identification autochtone, c'est l'habit, parce que les communautés paysannes ont garder un habit spécifique qu'on ne trouve pas dans la région, un chapeau, alors, je ne sais pas si, il me semble qu'on le voit sur certaines images. Notamment un des instituteurs que j'ai mentionné explique qu'en fait il a conseillé à un des leaders politiques. Il lui a dit, en gros, mais regarde, toi tu portes le pantalon noir, toi tu portes ce chapeau, etc. Donc toi tu es Yanawara. Ah oui, c'est vrai, je suis Yanawara parce que je m'habille comme ça. Et une des possibles, quand on parlait de terminologie, une des possibles explications du terme Yanawara, c'est Yana veut dire noir en quechua, et Wara peut aussi vouloir dire d'autres choses, mais entre autres noir. Wara, ce serait potentiellement les pantalons, donc en fait c'est aussi récupéré comme explication de que veut dire Yanawara, comme c'est ce qui est le plus visible, c'est l'habit. Et je ne sais plus pourquoi j'ai parlé de la ville. Oui, donc il y a les communautés dans la ville, on voit les paysans qui viennent de leur communauté, qui sont donc visibles par leur habit. On voit les ouvriers de la mine qui, quand ils reviennent de la mine, sont là. Et on voit les ingénieurs, chacun ayant son propre uniforme. Il y a aussi donc, les policiers, etc. Donc tout le monde est vraiment très visibilisé. Voilà. Et donc... les urbains, effectivement, ne vont pas se dire Yanawara. Et souvent, ça a été aussi beaucoup repris par les médias liméniens. Alors, certains reprenaient notamment l'idée que tout ça est inventé, que ceux qui avec des termes assez péjoratifs sur ceux qui s'autodéfinissent comme Yanawara, ou ceux qui s'inventent Yanawara, et tout cela est faux, etc. Et donc c'est vraiment vu un peu comme méprisé. Ouais. Donc oui, il y a une dimension effectivement d'opposition entre communautés paysannes et urbains. Victor, coupe ton micro. Ouais. Donc, Victor nous a rejoint. Est-ce que tu peux couper le micro, s'il te plaît, pour l'instant? Ok, merci. Parce qu'on on a commencé un peu la ronda de preguntas. Emmanuel, tu vois s'il y a des questions Là, pour le moment, c'est bon. Moi, ce qui m'intéressait, justement, c'est... comment en fait cette mise en place d'un discours identitaire qu'on peut qualifier d'ethnique en fait sert à dépolitiser. Et je trouve, j'avais pas du tout pensé à cette piste et maintenant je sens que ça va me travailler parce qu'en effet je l'avais toujours vu sous l'angle quand on s'auto-identifie Montuyo et qu'on revendique pour apparaître comme pueblo dans la Constitution, c'est pour avoir accès à une série de services et de bienfaits de l'État. Donc on entre en politique au nom de l'ethnicité. Or là, c'est véritablement le contre... En fait, il y a les deux. C'est-à-dire qu'au départ, l'auto-identification Yanawara, elle sert à politiser, c'est-à-dire à obtenir des droits face à la mine et à dire nous sommes la nation Yanawara, donc nous pouvons négocier avec la mine selon donc, ce que j'expliquais au début, en fait, la Convention 169 de l'OIT, etc. En face, je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui, notamment les entreprises extractives, l'État aussi, qui a un rôle particulièrement ambigu, et en plus c'est différent selon les ministères, etc. Il y a une sorte de consensus installé, je pense, qui fait que maintenant, on ne peut pas ne pas reconnaître le multiculturalisme. Donc en fait, je pense que c'est repris pour essayer aseptiser, voilà, pour, en fait, si la mine elle-même le réutilise, ça permet de calmer les revendications politiques qu'il peut y avoir derrière.
Et tu Moi, sais je le s'il y a vois comme d'autres cas comme ça, de sorte d'aseptisation, voire de neutralisation du discours J'essaye de réfléchir, mais... Non, je sais, moi là, ça fait pas non plus très longtemps que je travaille sur ce terrain-là. Il faudrait voir dans le cas de... Alors, au Pérou, voilà, j'ai fait le parallèle plusieurs fois entre le cas de Las Bambas et le cas d'Espinar, parce que c'est un cas assez proche, hein, avec donc la revendication d'une autre nation. Je pense que c'est possible. Il faudrait voir si petit à petit au Pérou... Du coup, je vais chercher moi aussi en Équateur, parce qu'il doit y en avoir aussi. Oui. Potentiellement proliférer des nations, parce qu'en fait, au départ, ces revendications des nations, au Pérou, c'est très très nouveau en fait. Ce que je disais, on parlait jamais de nations au Pérou. Il y a aussi la nation Wampi en Amazonie qui est de plus en plus, qui revendique un certain nombre de choses. En fait, c'est une politisation pour le coup. Peut-être que si ces nations fleurissent, du coup, en retour, l'État va aussi l'accepter, mais d'une certaine façon, j'ai l'impression que ça dépolitise aussi. Enfin, ouais, en tout cas, c'est une piste. C'est une piste à creuser. Dans la définition de. Non, là, je vois pas de question, donc. Dans la définition de ces territoires, on voit que dans ton cas, on mobilise la géographie physique dans une forme de déterminisme physique, géographie physique sur le comportement, le caractère, la mentalité d'un supposé peuple. Et toi, il y a une difficulté aussi quand même à définir si on prend des critères administratifs, ethniques, où on réactive des héritages. Je me demandais s'il ne se définit pas aussi négativement, parce que, moi je me suis marqué, on dirait que ce sont des territoires malades. Soit support de maladies. Dans les extraits que tu as montrés, Emmanuel, il est question du choléra, de la tuberculose. On revient à la discussion avec Chiara de tout ça. Du contrôle des populations. On est à un moment où l'hygiénisme est très important. C'est ça. Alors est-ce que c'est en lien avec justement l'hygiénisme, la volonté de nettoyer, etc. Ou est-ce que c'est aussi le côté marginal, affaibli, abandonné, etc., qui fait que, mais on a l'impression qu'il y a ça. Dans ton cas un peu moins, mais j'ai l'impression qu'il y a dans un endroit, j'ai cru voir, non, il n'y avait pas une question de santé, un problème de santé, mais en tout cas, on est quand même dans un à la fois tendu, conflictuel et aussi pas forcément très simple. Donc voilà, c'était peut-être une remarque comme ça. Non, juste oui, quand tu disais là sur la difficulté à définir, en fait, je sais pas, je pense des gens qui ne sont pas forcément de cette région précise, Yanahuara, on pensera en premier à un district d'Arequipa, en fait, qui est le district de Yanahuara à Arequipa. Et en fait, le peuple Yanahuara à l'époque précolombienne, à l'époque inca notamment, a eu des mitimaes, non, des populations déplacées à Arequipa et à Cusco aussi, il y a un endroit Yanahuara. Et donc ils essayent aussi de recomposer aussi avec... Il y a eu des rencontres notamment entre les Yanahuara d'Apurimac avec les gens du district de Yanahuara à Arequipa. Ils ont fait une grande fête de Yanahuara. Donc voilà, c'est pas non plus... c'est pas très clair non plus comme définition. C'est peut-être une dernière remarque pour toi, une petite question. Est-ce que la remise en cause de la réalité du Montuyo existe en Équateur? Parce que toi, tu le remets en cause. Ouais. Non, moi je suis tombée de ma chaise en voyant qu'ils étaient peuples au même titre que d'autres peuples. Mais finalement, non, je n'ai pas tombé de ma chaise, parce que s'il y a autodétermination, auto-identification, de fait, ils existent. Et peut-être que c'est un discours relativement récent, mais il a produit des effets dans le réel, et ce réel est là, il est indéniable. Moi, non, je ne vois pas de remise en cause. Et ça me surprend d'ailleurs. On prend par exemple l'essai de José de la Cuadra comme un texte sociologique et scientifique. Alors à chaque fois, je me dis, mais est-ce qu'ils l'ont lu? Mais c'est le problème de la référence. Souvent, moi j'ai rencontré ça souvent, on justifie par une référence qu'on ne maîtrise pas bien en fait.
mais qui s'impose, qui a un peu d'autorité en fait. Mais c'est de toute façon, on ne questionne pas non plus la figure de José de la Cuadra comme le spécialiste du Montubio, mais il y a d'autres auteurs dans le groupe de Guayaquil, chacun avait en quelque sorte une sorte de, je le dis de façon un peu provocante, mais de domaine de spécialité. Donc il y avait le spécialiste du Cholo et qui se présentait, et entre eux d'ailleurs, ils disent mon ami spécialiste de, chacun prend un domaine d'expertise sur un peuple précis. Alors là, je rejoins ce que dit Flavio, on parle pour les autres, on parle d'eux même, on leur assigne des identités. C'est même pas pour eux, mais c'est-à-dire qu'on va assigner une série de catégories d'identités qui sont réappropriées ou non réappropriées. Dans le cas du Cholo, il y a un effet également aujourd'hui, mais c'est uniquement, alors là c'est beaucoup plus récent que le cas du Montubio, alors on l'avait travaillé avec David Macias qui n'est pas là, mais à une autre occasion sur le cas spécifique du Cholo, on a aussi un phénomène d'ethnogénèse actuellement. Et on reprend ces figures intellectuelles des années 30 qui se disent Cholo de la Costa. Ah oui, oui, alors oui, je précise, parce que et on voit le flou, l'ambiguïté, donc il y a besoin de redéfinir constamment. Mais bon, là c'est un autre sujet maintenant.